à la une de l'actualité, ce matin, Ben Gurion disait d'elle qu'elle est la petite sœur de Jérusalem. Après la capitale, c'est bien à Hébron que les attaques anti-israéliennes se recentrent. Hébron, ville religieuse aux mains du Hamas. Hébron, ville de toutes les tensions. Nous serons sur place dans quelques minutes. Le 27 octobre 2005, il y a 10 ans, jour pour jour, Clichy-sous-Bois s'enflammait après les décès de Zied et Bouna, 3 semaines d'émeutes et d'état d'urgence en France. 10 ans après, pauvreté, délinquance, échec scolaire, les quartiers sensibles confrontés aux mêmes maux et c'était sans compter la radicalisation. Le Guatemala se choisit un comique comme président. Jimmy Morales n'est pas le premier outsider à embrasser une carrière politique. Reagan, Schwarzenegger, Manny Pacquiao, ces célébrités ont-ils plus d'outils dans leur sac? On voit ça dans un instant. Enfin, quand je serai grand, je serai YouTuber. Poster des vidéos sous forme de tutoriels, créer sa chaîne, être suivi par des millions d'internautes. Ça peut vous rapporter la gloire et la richesse. On s'intéresse ce matin à ce nouveau métier, le rêve des nouvelles petites filles. Bienvenue à tous. Le terrorisme palestinien se poursuit. Hier, un soldat israélien a été grièvement blessé par des coups de couteau à la gorge dans la ville de Hébron. Nous vous retrouvons Mathias Inbar sur place dans un instant. Avant ça, ses explications. Presque une routine ces derniers jours et toujours le même scénario qui se répète. Un Palestinien s'approche des soldats et poignarde l'un d'entre eux grièvement, au cou et à la tête. Le terroriste est lui neutralisé et abattu. Ça se passe cette fois au carrefour de Beit Hanoun, en face de l'entrée nord de la ville de Hébron. Le terroriste, un Palestinien de 17 ans, aurait agi seul. Un type d'attaque que les forces de sécurité ont toutes les difficultés à prévenir, d'autant que la ville de Hébron et ses villages avoisinants sont le bastion du Hamas. Le mouvement terroriste appelle à continuer les attaques contre Israël. Ces types d'incidents sont très difficiles à prévenir. Nous essayons de trouver une solution, mais il est extrêmement difficile de prédire quand un terroriste décide d'attaquer lorsque ce dernier prend la décision d'agir en quelques minutes, voire en quelques secondes. L'attentat au couteau a eu lieu devant une école de filles palestiniennes. Par mesure de sécurité, elles sont protégées par des soldats et reconduites dans leur village de Beit Hanoun. Ici, les tentatives diplomatiques pour ramener le calme n'ont que très peu d'écho. Nous n'avons pas peur. Nous sommes en colère. Nous ne savons pas jusqu'où cela mènera les Palestiniens et les Israéliens. Si Israël cesse sa présence sur la mosquée Al-Aqsa, alors oui, il y aura le calme. Mais si les habitants des implantations continuent comme ça, la situation empirera pour les deux peuples. Et Mathias Inbar, vous êtes ce matin à Hébron. Quel est le climat dans la ville? Que ressentez-vous autour de vous? Bonjour Barbara, extrêmement de tension. Il y a très peu de Palestiniens, je dois dire, ici dans cette ville de Hébron, le côté musulman en tout cas de la ville. Et vous voyez derrière moi ce barrage filtrant qui est tous les jours positionné ici de la police des frontières. Ces barrages-là où il y a de manière récurrente des attentats ou des tentatives d'attentats au couteau. Il y a une semaine, ici, un soldat avait été poignardé. Hier, une tentative d'attentat a été repoussée par les gardes frontières et les soldats. C'est là qu'un terroriste a été tué hier. Il a tenté de poignarder l'un des soldats ici, juste derrière moi, à quelques dizaines de mètres. Et il y a quelques instants également, eh bien, il y a eu des jets de pierre contre de police des frontières, lesquels ont répondu par des gaz lacrymogènes. Vous pouvez comprendre, il est 8 h du matin et déjà des affrontements entre les deux côtés. Voilà, alors vous venez de le dire, encore et toujours des attaques au couteau dans cette région de Hébron. C'est un scénario qui se confirme. Oui, c'est un scénario qui se confirme et des tentatives d'attaque au couteau, des attaques au couteau qui sont réalisées. D'ailleurs, la santé du soldat est toujours jugée très sérieuse, celui qui a été poignardé au cou et à la tête, dont je parlais à l'instant dans le sujet, et des tentatives qui se répètent, mais également un processus qui devient presque aussi récurrent, à savoir des jets de pierre, les civils ou les soldats qui sortent de la voiture et qui sont poignardés selon les forces de sécurité.
sécurité qui ne pouvait pas confirmer s'il s'agissait vraiment d'un modus operandi clairement établi. Et les bien là commencent à le confirmer. C'est la raison pour laquelle ils demandent à tous les civils de ne pas s'arrêter lorsqu'il y a des jets de pierre et véritablement de continuer jusqu'à ce qu'il y ait une position de soldats clairement établie. Voilà, Mathias, depuis Hébron, vous êtes sur place, vous suivez de près la situation. N'hésitez pas à intervenir pour tout incident. Alors l'intifada des couteaux, on l'a dit, entre dans sa 4e semaine. Et malgré les mesures d'apaisement prises par Israël et les Jordaniens sous les auspices de John Kerry, eh bien, les violences, on vient de le voir, persistent et semblent échapper au contrôle des politiques. Alors après 4 semaines de violence, plusieurs questions restent en suspens. On essaye ce matin de prendre un peu de recul, Cyril, sur la situation, de faire un peu d'ordre. Oui, au bout de 4 semaines, premier bilan provisoire, semble-t-il, d'un premier mois sanglant. Depuis le 1er octobre, Barbara, les violences ont déjà fait 8 morts côté israélien, 1 mort érythréen tué par erreur, vous vous en souvenez, après avoir été pris pour un terroriste par un vigile israélien à Beersheva dans le Negev, et 54 morts palestiniens, pour moitié, il faut le rappeler, auteurs d'attentats au couteau ou à l'arme-feu. Alors évidemment, les services de sécurité israéliens sont sur le qui-vive. En moins d'un mois, c'est aussi l'un des aspects de cette intifada des couteaux. La police a opéré d'importants coups de filet dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Au total, c'est près d'1 millier de Palestiniens qui ont été arrêtés, placés en détention administrative depuis le 1er octobre dernier. Voilà, un chiffre conséquent, 1 millier de Palestiniens arrêtés. Cette vague de violence a commencé, on le sait, à Jérusalem. Et de façon peut-être un petit peu paradoxale, la situation dans la capitale s'est apaisée. Oui, on vient de le voir, l'épicentre des violences s'est déplacé de Jérusalem vers la Cisjordanie. Depuis quelques jours déjà, on constate que les violences sont circonscrites à la ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. C'est l'un des bastions du Hamas, Mathias Imbar nous l'a rappelé. Alors on peut y voir 2 raisons. La première, c'est l'important dispositif de sécurité qui a été déployé à Jérusalem. 6 bataillons de garde-frontières supplémentaires, des soldats, 300 au total dans les transports en commun, le bouclage des quartiers arabes de Jérusalem-Est. Et bien tout cela, ça rend beaucoup plus difficile le passage à l'acte. La deuxième raison, hypothétique évidemment, c'est que les attaques en Cisjordanie, qui plus est contre des soldats ou des policiers israéliens, eh bien peut-être sont aux yeux de leurs auteurs beaucoup moins condamnables que celles qui sont réalisées de l'autre côté de la ligne verte à Tel Aviv ou dans d'autres villes. Alors on rappelle pour finir le rôle prépondérant des réseaux sociaux dans cette vague de violence. Certains l'ont même rebaptisé l'intifada 2.0. Oui, cette intifada des couteaux, c'est évidemment également l'intifada des smartphones. Qui n'en a pas un dans sa poche pour visionner quasiment en temps réel les attaques filmées, mises en ligne dans la minute. Les réseaux sociaux étaient absents des 2 premières intifadas. Et bien dans cette vague de violence, elles ont un rôle de premier plan. On retrouve le hashtag l'intifada est lancé en arabe ou l'intifada al-Quds, comprenez l'intifada de Jérusalem, sur tous les appels à manifester sur les pages Facebook. À l'ère des téléphones portables et du live tweeting, du tweeting en direct, eh bien les images qui fourmillent sur les réseaux sociaux ont un véritable impact sur les esprits. On l'a dit, on l'a répété, l'intifada des couteaux échappe au contrôle politique, elle n'échappe certainement pas à l'influence d'Internet. Et donc un bilan provisoire parce que les violences se poursuivent. Dans ce contexte, cet appel à l'aide, Mahmoud Abbas a rencontré hier soir à Bruxelles la chef de la diplomatie européenne. Le président palestinien lui a demandé d'intervenir directement. Myriam Aman. L'Union européenne tente de calmer le jeu entre Israël et les Palestiniens. Après avoir rencontré Benjamin Netanyahou, la chef de la diplomatie européenne a reçu lundi soir à Bruxelles le président de l'autorité palestinienne. Federica Mogherini a proposé l'aide de l'Union. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons ensemble calmer la situation sécuritaire et exercer une autorité et de faire en sorte d'avoir un processus politique qui aille quelque part. Et nous le savons très bien, ce quelque part, c'est une solution à 2 États. Mahmoud Abbas a pour sa part renvoyé la balle au Premier ministre israélien, accusant le gouvernement de Netanyahou d'être à l'origine de la nouvelle flambée de violence. Nous sommes extrêmement attristés de voir ce sang versé sur nos terres et nous appelons le gouvernement israélien à prendre des mesures pour arrêter la colonisation et à rétablir les négociations. Le Premier ministre israélien n'a de cesse pour sa part de répéter que le statu quo est respecté au mont du Temple et qu'il n'a nullement l'intention de le transgresser. J'ai dit au secrétaire d'État américain John Kerry qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de changement de statu quo. Benjamin Netanyahou ne ménage donc pas les efforts sur la scène internationale pour convaincre de la sincérité de son gouvernement. Mais les attaques viennent également de l'intérieur.
Tzipi Hotovely, vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré lundi soir qu'elle rêvait de voir le drapeau d'Israël flotter sur le mont du Temple. C'est à nous, c'est le lieu le plus sacré pour le peuple juif. Si je devais dire à Benyamin Netanyahou ce qui est juste, je dirais que ce n'est pas possible d'y voir les drapeaux de Daesh et du Hamas. Évidemment, c'est la capitale d'Israël, le lieu le plus sacré du peuple juif. La question du contrôle et de l'accès aux sites sacrés cristallise les tensions entre Israël et les Palestiniens. Le calme est revenu sur le mont du Temple depuis plusieurs semaines, mais sur le terrain, les violences et les attaques au couteau se poursuivent. Et à noter que l'armée israélienne a lancé cette nuit un raid aérien dans la bande de Gaza contre des infrastructures terroristes appartenant au Hamas. Une riposte à un tir de roquette vers le sud d'Israël. Un tir qui n'a pas fait de blessés, mais qui a été revendiqué par la brigade du martyr Omar Hadid, un groupuscule salafiste de Gaza. Et en plein cycle de violence, cet anniversaire, il y a 20 ans exactement, Yitzhak Rabin était assassiné de 3 balles dans la poitrine, 3 balles qui vont emporter avec elles le mince espoir de paix qui venait de naître dans le pays. Israéliens et Palestiniens continuent de se déchirer. Hier soir, plusieurs cérémonies officielles, dont une à la Knesset, transformée en bataille politique. Léa Berdugo. Ils étaient des centaines à être rassemblés sur le mont Herzl à Jérusalem. Une cérémonie en souvenir du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, était présent. C'était également le cas de Benyamin Netanyahou, hostile dans les années 90 à la politique de l'ancien dirigeant. Il avait notamment participé à des manifestations de la droite parfois virulentes envers Yitzhak Rabin. 20 ans après, il lui a toutefois rendu un hommage appuyé. Une grande tragédie a frappé notre pays il y a 20 ans et nous a laissés meurtris et souffrants. Un meurtrier juif a tué un premier ministre israélien. Un grand dirigeant de l'État d'Israël nous a été arraché. Mais la politique n'est jamais très loin. Benyamin Netanyahou a implicitement comparé l'actuelle vague de violence à la situation qui précédait l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Il souhaitait défendre les intérêts de la paix, mais lui aussi devait faire face à la terreur à laquelle le peuple juif était confronté. Aujourd'hui, nous continuerons d'agir, a-t-il dit. La fille d'Yitzhak Rabin a également évoqué le contexte actuel. Il n'y a pas de processus politique, mais seulement du terrorisme. Le sang coule et l'animosité grandit, a-t-elle dit. J'ai pensé que cette obscurité qui nous a envahis, notre famille, amènera l'unité, la compréhension. Que ces tirs sur la place et ce grave assassinat étaient surtout un cri d'alarme. Mais en fait, j'étais naïve. Et depuis, je dois encore subir des paroles haineuses qui viennent des profondeurs de la haine. Et la situation va en s'empirant. Bill Clinton, celui qui avait permis la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, président de l'OLP, sera également présent. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, membre du Likoud, on le voit, ce 20e anniversaire tombe à un moment où la violence entre Israéliens et Palestiniens a repris de plus belle. Est-ce qu'en 20 ans, Israël aurait pu faire les choses différemment pour sortir de ces cycles? On peut toujours refaire écrire l'histoire. La question de savoir aujourd'hui entre les historiens si le meurtre de Rabin a changé le cours de l'histoire et si il y aurait eu un accord de paix s'il n'avait pas été assassiné. C'est ce que dit Bill Clinton, mais c'est ce que ne disent pas les faits historiques. Puisque Rabin lui-même n'avait pas de grands espoirs sur la possibilité d'arriver à un accord de paix. Il l'avait lui-même confié à Yoel Ben-Nun peu avant son assassinat, lorsqu'il avait dit « Yoel, il n'y aura pas de paix, il y aura peut-être des accords intérimaires ». Alors les faits politiques, parlons-en. On a vu des discours extrêmement politiques hier à la Knesset. Pour le chef de l'opposition, il faut arrêter d'accuser Rabin de tous les maux. Yitzhak Herzog le dit. Binyamin Netanyahou, monsieur, c'est vous qui êtes au pouvoir depuis 10 ans. C'est vous qui êtes responsable de cette situation. C'est un reproche justifié ? Je pense que les deux ont raison, c'est-à-dire qu'il est absurde d'accuser Yitzhak Rabin de tous les maux. Il a été élu démocratiquement, il a fait une tentative qui malheureusement a échoué, mais il l'a fait, je pense, de bonne foi pour résoudre un conflit que nous essayons de résoudre depuis de nombreuses années. Maintenant, Benyamin Netanyahou est au pouvoir depuis 6 ans et demi, dont, si on ajoute les 3 années dans les années 90, ça fait effectivement 9 ans et demi, presque 10 ans. Mais de la même manière qu'il est naïf et
Et je pense que ça n'est pas une bonne idée d'accuser Rabin de tous les maux. C'est également la même chose pour Benjamin Netanyahou. Israël n'est pas responsable et n'est pas seul responsable du fait que la situation soit bloquée. Que mène le gouvernement Netanyahou n'est pas responsable de la situation. On ne peut pas accuser que ce soit un des gouvernements de droite ou de gauche. Israël n'est pas le principal responsable, et je pèse mes mots, sur le blocage de la situation. Il faut être deux pour faire la paix, et on ne peut pas faire abstraction de la politique des Palestiniens ces 20 dernières années. Alors, un mot du climat qui règne en Israël. On a entendu Dalia Rabin, la fille d'Yitzhak Rabin, extrêmement touchée lors de ce discours. Elle déclare que c'est l'incitation à la haine qui a tué son père, une incitation qui sévit toujours selon elle. Elle vise la droite nationaliste, virulente. Elle a raison. Je pense qu'elle a tort de faire de la récupération politique dans un événement qui devrait être un événement qui devrait rassembler la population, au contraire. Une tragédie dans laquelle on devrait se rassembler et faire de la politique à chaque fois qu'il y a des commémorations sur le meurtre de Rabin, je pense que ce n'est pas approprié. Maintenant, il y a de l'incitation, aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a eu de l'incitation il y a 20 ans lorsqu'il y a eu le crime. Est-ce qu'un nouvel assassinat politique n'est qu'une question de temps en Israël? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est possible. Il y a eu des assassinats politiques ailleurs, aux États-Unis et ailleurs. On ne peut pas tout contrôler, mais je pense qu'encore une fois, il ne faut pas faire de récupération politique sur un événement qui devrait au contraire rassembler les Israéliens. Merci Emmanuel Navon. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de la situation en Israël, en France. François Hollande est attendu dans la journée à Petit Palais en Gironde pour participer ce matin à une cérémonie d'hommage aux 43 victimes de la collision survenue vendredi entre un poids lourd et un autocar transportant des personnes âgées. Autre déplacement du Premier ministre, cette fois Manuel Valls est attendu ce mardi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Il doit participer à une émission organisée par le Bondy Blog à l'occasion des 10 ans de la mort des deux jeunes à Clichy-sous-Bois. Et à l'occasion de cet anniversaire, hier, le Premier ministre était en déplacement au Mureau, dans les Yvelines, accompagné de 17 ministres de son gouvernement. Il s'en est pris au FN, mais s'est montré également très vite agacé par les questions des journalistes. La réaction est contenue, mais tranchée. Je ne répondrai à aucune question qui vise en permanence à politiser et à faire une image ou un commentaire. Je pense que le pays a besoin vraiment d'autre chose. Nous constatons, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui sifflent et vous en faites un événement. Il y a un lundi matin moins de monde, c'est normal. Les gens sont au travail et puis nous sommes dans la période de vacances et là vous nous direz qu'il y a personne. Donc moi je ne suis pas dans votre jeu. C'est votre jeu à vous, les médias, je le respecte. Mais là nous sommes pour travailler. Et nous travaillons pour qui? Pas pour nous. Nous travaillons pour les habitants de ces quartiers. La reconquête, c'est celle des cœurs et des esprits, pas de tel ou tel territoire. C'est le combat pour la République plus que jamais. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est la République. Et c'est la meilleure réponse à la démagogie qui est celle de l'extrême droite, qui évidemment surfe sur les peurs, les craintes, les problèmes des Français. Mais pendant qu'eux parlent des problèmes, nous apportons des solutions. Alors Myriam, on vient de le voir, si le Premier ministre était dans la rue hier, c'est aussi parce qu'on est en campagne, pas question de laisser le FN gagner un pouce de terrain. Effectivement, et la presse qui a été attaquée, on l'a vu à l'instant, n'a pas hésité elle non plus à être très critique sur ce déplacement de Manuel Valls. Elle dénonce une opération de communication en début de campagne électorale également. Les mesures de Valls contre les discriminations et la mixité sociale n'ont certes pas convaincu. Il faut rappeler que les élections approchent et que la gauche est en net recul, notamment dans ces banlieues qui ont pourtant voté massivement pour François Hollande en 2012. Et si dans les banlieues le vote de gauche était une tradition, eh bien c'est une tradition qui se meurt aujourd'hui. Alors les mesures annoncées par Manuel Valls, c'est l'offensive contre les communes en retard pour le logement social, ou encore la campagne de testing pour combattre les injustices à l'embauche, ou encore ces caméras piétons sur les policiers pour limiter les arrestations au faciès. La droite dénonce des effets d'annonce. Manuel Valls a crié « banlieue, je vous aime » hier et il n'a convaincu ni la presse ni la population. Vous restez avec nous, on s'arrête à présent un peu plus en détail sur cette date anniversaire. C'était donc le 27 octobre 2005. Il y a 10 ans, jour pour jour, Clichy-sous-Bois s'enflammait après les décès de Zied et Bouna, 3 semaines d'émeutes et d'état d'urgence dans le pays. On se rafraîchit la mémoire en images. 27 octobre 2005, Zied Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés dans ce transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. Les deux garçons de 17 et 15 ans ont passé l'après-midi à jouer au foot avec leurs copains.
La partie terminée, le groupe traverse un terrain vague. Un voisin les aperçoit, les soupçonne d'avoir commis un vol et appelle la police. Ce vol n'a jamais été avéré. Les policiers arrivent sur place, s'ensuit une course-poursuite. 3 jeunes se réfugient dans le transformateur EDF, malgré les avertissements sur le grillage et la porte. 2 y trouvent la mort, le 3e est grièvement blessé. La nuit suivante, c'est l'embrasement, à Clichy-sous-Bois, puis rapidement dans d'autres villes de la banlieue parisienne et du pays. Les jeunes s'en prennent aux pompiers, aux policiers et à des bâtiments publics. Le 8 novembre, le gouvernement Villepin décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, une décision rarissime qui permet d'instaurer notamment des couvre-feux dans les quartiers. Au total, les émeutes vont durer 3 semaines. Des milliers de voitures brûlées, des centaines de blessés, des milliers d'interpellations. Violences qui ont avant tout mis en lumière l'échec de la politique française en matière d'intégration. 10 ans après, Myriam, pauvreté, délinquance, échec scolaire, les quartiers sensibles restent confrontés aux mêmes mots auxquels viennent s'ajouter désormais la radicalisation. Effectivement, et les mots que vous venez de décrire à l'instant, eh bien, ce sont justement le terreau le plus favorable à ce phénomène de radicalisation. Alors 10 ans après, le sentiment d'abandon, non seulement il est toujours aussi vif dans les banlieues, mais en plus la défiance de l'ensemble du territoire à l'égard de ces banlieues est également toujours là. En 10 ans pourtant, il y a des choses qui ont été faites. 45 milliards d'euros investis pour rénover les cités urbaines. Des centaines d'initiatives également pour promouvoir les chances de chacun. La République qui a laissé partir véritablement des territoires à la dérive au bout de 10 ans, c'est le triste constat qu'on est en train de dresser parce que le combat n'a peut-être pas été le bon et notamment le renforcement et l'adaptation des forces policières sur place. Et du coup, on arrive à ces chiffres dramatiques, 42% de chômage dans certaines cités, un taux de pauvreté 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Et tout cela, cette pauvreté, cet abandon, eh bien, c'est un véritable terreau pour la radicalisation, la communautarisation et l'abstention civique. Et il faut le dire aujourd'hui, ce qui se passe dans les banlieues, c'est peut-être simplement le miroir des défaillances structurelles de l'ensemble de la République. Alors non, aujourd'hui, les politiciens le disent, le combat n'est pas perdu, mais la réforme est urgente. Cette bonne nouvelle tout de même, c'est un chiffre qu'on retient ce matin, près de 24 000 chômeurs en moins pour le mois de septembre et c'est bien la plus forte baisse du chômage enregistrée en 8 ans. Une bonne nouvelle également pour François Hollande. Label cancer pour la viande rouge, c'est l'annonce choc de l'OMS, un rapport publié hier qui pourrait bien changer nos habitudes alimentaires. La consommation de viande rouge, de charcuterie aussi, est dangereuse que le tabac ou même le soleil. On regarde de plus près ce que dit ce rapport et on en parle juste après. Les soupçons étaient forts, le verdict est désormais tombé, selon le Centre international de recherche sur le cancer. La charcuterie, appelée viande transformée, est déclarée comme étant cancérigène pour l'homme. De son côté, la viande rouge est accusée de favoriser probablement le cancer. Parmi les types de maladies déclenchées, le cancer colorectal est majoritairement concerné et dans une moindre mesure, les cancers du pancréas et de la prostate. Manger 50 grammes de viande transformée par jour augmenterait de 18% le risque de cancer colorectal, tandis que la consommation de 100 grammes de viande rouge par jour augmenterait de 17% le risque de développer cette maladie chronique. Le CIRC déclare ne pas encore bien savoir comment la viande rouge et la viande transformée accroissent le risque de cancer. Cependant, aucune comparaison avec le nombre de décès liés au cancer dû à l'alcool ou au tabac. 34 000 décès par cancer par an seraient dus à une alimentation riche en charcuterie, contre 600 000 liés à l'alcool et 1 million dus au tabac. À Londres, les consommateurs de viande restent sceptiques. C'est vraiment ridicule. Ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez pas sur Brick Lane quelque chose qui soit meilleur que de la viande fraîche qui vient d'être cuite. C'est ridicule de comparer de la viande rouge à des cigarettes ou à des choses du même genre. C'est ridicule. L'Institut nord-américain de la viande a déjà réagi. Cette évaluation défie le bon sens, a-t-il déclaré. Elle souligne que la science a montré que le cancer est une maladie complexe qui n'est pas provoquée par de simples aliments. En France, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a mis en garde contre la panique provoquée par cette étude. Selon lui, on peut et on doit consommer de la viande, mais on doit le faire de manière raisonnable.
Betsabé, un rapport choc, est-ce que ça va changer nos habitudes alimentaires? D'autant plus que la liste des produits concernés est longue. On y trouve tous les carnets transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le jambon industriel, le bacon, le salami, les saucisses, le cornet de bif, bien sûr la viande en conserve, aussi les préparations, les sauces qui sont à base de viande ou encore les viandes qui sont utilisées dans les hot dogs, les hamburgers ou même les shawarma. Alors en cause, ce sont, on l'aura compris, des produits chimiques qui sont utilisés dans l'industrie pour la transformation de ces viandes, qui permettent la salaison, la maturation, la fermentation, bref, tous les processus utilisés dans le but de rehausser le goût d'un produit ou encore d'améliorer sa conservation. Bref, ce qui donne un aspect appétissant, c'est aussi ce qui donne le cancer, et c'est d'autant plus appétissant que ça plaît aux enfants, et donc c'est aussi inquiétant. Voilà, la liste des aliments que vous venez de citer est longue, mais cette liste noire des aliments cancérigènes n'est pas vierge. On connaissait déjà le caractère cancérigène de nombreux autres aliments. Exactement. Alors pour exemple, vous avez le poisson d'élevage, le poisson d'élevage dont on sait qu'il contient des niveaux plus élevés de polluants chimiques que les poissons sauvages. Les fruits et légumes non bio, ils ont des herbicides, des pesticides, des OGM, même si le lien OGM-cancer est encore en débat dans la communauté scientifique. Le popcorn au micro-ondes, le popcorn lui-même n'est pas cancérigène, mais le sachet qui le contient est extrêmement cancérigène, c'est bourré d'agents chimiques. Quand vous le mettez au four à micro-ondes, ça chauffe et ça fond dans le popcorn. Et enfin, les aliments qui sont light, l'aspartame, bien sûr, a aussi un caractère cancérigène. Est-ce qu'on sait, Betsabé, si ces rapports chocs, si ces campagnes de santé publique finalement influencent les comportements? Alors, il y a une influence qui est toute relative. En fait, il y a aussi le prix des denrées et le budget des ménages qui vont avoir aussi un impact extrêmement important sur les habitudes alimentaires. Prenez l'alcool, par exemple. Si la consommation d'alcool est orientée à la baisse, c'est certes suite à de nombreux spots, à de nombreuses campagnes de santé, mais aussi à une taxation qui est plus importante. Autre preuve de l'impact limité des directives de santé, prenez la campagne 5 fruits et légumes par jour, lancée en 2007. Et bien sur cette même période, la consommation de légumes a augmenté certes, mais de 0,6 petits %, tandis que celle des fruits a même reculé, oui, d'environ 2,3 %. Pourquoi? Parce que les fruits devenaient plus chers. Une fois encore, c'est le paramètre financier qui a influencé au moins autant les gens. Voilà, qui risque de se faire entendre également dans cette crise avec ces industries de la viande. Merci Betsabé. À suivre, le Guatemala se choisit un comique pour président. Jimmy Morales n'est pas le premier outsider à embrasser une carrière politique. Reagan, Schwarzenegger, Manny Pacquiao. Ces célébrités ont-ils plus d'outils dans leur sac? On voit ça après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Vell. Ce sera dans 2 petites minutes. De retour sur le plateau du Morning. Peshawar, New Delhi, Islamabad, Kaboul, toutes ont tremblé hier matin. Un violent séisme de magnitude 7,5 a secoué toute l'Asie du Sud. Le bilan, toujours provisoire, s'élève à plus de 260 morts. Julia Galancia. Ce présentateur d'une chaîne afghane est en direct quand soudain, la terre tremble. La secousse est particulièrement longue, 1 minute. Le journaliste préfère quitter le plateau. Au même moment, au Pakistan, la terre tremble aussi. Ici, à Lahore, le séisme a laissé des traces, les habitants racontent. J'étais occupé au travail, le tremblement de terre a frappé très soudainement. Je suis monté à l'étage, j'ai vu tous les oiseaux s'envoler. La secousse était intense, le toit tremblait. À ce moment-là, il y a eu une coupure d'électricité. Je n'ai pas pu descendre les escaliers à cause de la foule. Je suis finalement descendu que quand ça s'est calmé. L'épicentre du séisme se situe à Jurm, dans les montagnes reculées du Badakhshan, à l'extrême nord-est de l'Afghanistan. La secousse est ressentie jusqu'à Kaboul, la capitale, à 250 km de l'épicentre et même jusqu'au nord de l'Inde. Mais à New Delhi, aucun dégât majeur n'a pour le moment été constaté, hormis quelques fissures. La secousse a temporairement interrompu le métro. J'étais seule dans la pièce, tout d'un coup j'ai senti mes jambes bouger. J'ai pensé qu'il y avait un problème avec ma chaise, mais j'ai vu que la table aussi était en train de bouger. Quand je suis sortie, j'ai vu tout le monde se ruer en bas, du coup je les ai suivis.
Il y a 10 ans au Pakistan, un tremblement de terre avait fait plus de 75 000 morts et poussé plus de 3 millions de personnes à quitter leur foyer. C'était le 8 octobre 2005. L'épicentre du séisme se situait à quelques centaines de kilomètres de celui de ce lundi. Manifeste du nazisme écrit par Adolf Hitler. La version intégrale de Mein Kampf paraîtra début 2016 aux éditions Fayard. Polémique autour de cette réédition. Et pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est une des seules grandes voix à prendre position contre cette réédition. Dror, quels sont les arguments du leader du Front de gauche? Le premier argument de Jean-Luc Mélenchon, c'est que rééditer Mein Kampf, c'est le rendre accessible à peu près tout le monde. Deuxième argument, c'est le contexte. Mélenchon dénonce la montée des actes antisémites et anti-musulmans et que donc dans ce contexte, eh bien, la réédition du pamphlet d'Hitler est bien malvenue. Puis troisième argument, c'est un monde sans mémoire, c'est un monde qui a oublié. Et pour illustrer cette amnésie collective, selon Mélenchon en tout cas, eh bien, il cite Binyamin Netanyahou qui nie, dit-il, la responsabilité de l'Allemagne nazie et de son guide dément dans la Shoah. Et puis un autre argument aussi qu'on va tout de suite écouter, Jean-Luc Mélenchon qui parle du texte comme étant lui-même un acte criminel. Regardez. C'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelle critique voulez-vous qui soit donnée supérieure aux faits eux-mêmes, ces meurtres de masse? Voilà, donc les critiques, parce que le livre sera bien évidemment annoté de toute une série de références critiques, et bien pour Mélenchon, ça n'a que peu de poids par rapport à l'ampleur des faits. Alors c'est un argumentaire qui ne convainc pas les historiens, il faut le rappeler, des historiens qui de manière générale, dans leur grande majorité, sont pour cette réédition. Oui, d'ailleurs les historiens qui sont eux-mêmes, en tout cas une partie d'entre eux, à l'origine de, de ce travail de réédition. Dans l'argumentaire, dans le contre-argumentaire en quelque sorte des historiens, eh bien, il y a par exemple le fait que le texte est déjà disponible en fait. Il vous suffit de cliquer sur Google pour parvenir assez rapidement à une version PDF du texte, c'est accessible à tout le monde. D'où la nécessité d'une édition qui soit annotée de références critiques, écrites par des historiens sérieux et reconnus. C'est tout à fait crucial dans le contexte actuel. Alors pour finir, on a vu un Jean-Luc Mélenchon énervé sur cette question. Ce n'est pas un homme qui a sa langue dans sa poche. Pourtant, comment expliquer cette réaction? Mais écoutez, vous savez, la lettre ouverte qu'il a écrite à l'éditrice, à la directrice de la Maison Fayard, qui va éditer dans les prochains mois le Mein Kampf, c'est non pas Mein Kampf quand il y a déjà Le Pen. Donc on voit tout de suite quelles sont les arrière-pensées du président du Front de gauche. Le dernier rempart contre l'extrême droite, Marine Le Pen égale Adolf Hitler, bien évidemment. C'est un raccourci. Et en fait, Mélenchon tombe un petit peu dans le piège que dénonce Alain Finkielkraut dans son dernier livre, lorsqu'il dénonce cette tendance de certains intellectuels et politiciens à interpréter les tourments du présent à travers le prisme du passé, et du passé le plus meurtrier, le plus sombre de l'histoire européenne. Un piège, une facilité parfois. Merci. Humoriste, comédien et animateur de télévision, Jimmy Morales est le nouveau président du Guatemala. Inexpérimenté en matière de politique, il a pourtant promis de combattre la corruption. Et c'est bien le mécontentement de la population qui l'a propulsé à cette fonction. Son portrait signé Océane Nicole. Le Guatemala tourne définitivement la page de la corruption pour un choix teinté d'humour. Ce dimanche, Jimmy Morales a été élu président du pays à une large majorité, plus de 68% des voix. Je suis un homme ordinaire comme vous. Je n'ai pas de super pouvoir ni de pouvoir magique et je n'ai jamais dit que j'en avais. Mais j'ai un cœur gonflé qui aime ce pays et ensemble, nous allons pouvoir avancer, j'en suis sûr. Un nouveau président dont le profil contraste très largement avec l'ancien chef d'État. Jimmy Morales, 46 ans, est comédien et humoriste et ne possède aucune expérience politique. Et c'est justement cette absence d'expérience qui a séduit les Guatémaltèques, selon eux un gage de qualité. Contrairement à son prédécesseur, Otto Pérez Molina, qui avait démissionné en septembre dernier à la suite d'un scandale de corruption, Jimmy Morales se veut transparent. Large sourire, il avait incarné au cinéma le rôle d'un cow-boy naïf sur le point de devenir président par accident, un rôle devenu réalité ce dimanche. Soutenu par le parti de droite, l'humoriste a profité d'un ras-le-bol populaire pour se hisser en tête des votes. Pour ce pays le plus peuplé d'Amérique centrale, c'est une nouvelle ère politique. Jimmy Morales prendra ses fonctions le 14 janvier prochain pour un mandat de 4 ans, avec bien des promesses de campagne à tenir.
Et Jimmy Morales n'est pas le premier outsider à embrasser une carrière politique. Reagan, Schwarzenegger, Manny Pacquiao, ces célébrités ont-ils plus d'outils dans leur sac? La réponse, Rudy, avec vous, sans doute que oui. Pour le cas de Morales, ça commence avec une formule, un argument qui a convaincu les Guatémaltais. Oui, ni corrompu, ni voleur, c'est à peu près tout ce qu'on sait en fait du programme de Morales. Alors, on est ici dans un vote de sympathie pour un comédien que les Guatémaltais connaissent depuis une vingtaine d'années, mais surtout, on l'a dit, un vote sanction face à une classe politique ultra corrompue. Se tourner vers des leaders sans expérience mais charismatiques semble être une tendance en Amérique latine. On peut prendre l'exemple de Pepe Mujica, le président uruguayen qu'il a été de 2010 à 2015. Alors lui, il n'était pas comédien, mais il était agriculteur, mais sa présidence a marqué à jamais sa fonction et même son pays. Alors lui aussi, élu par un rejet du système politique corrompu, il aura changé la manière de présider par une simplicité extrême. Il vivait encore dans son 45 mètres carrés en banlieue de Montevideo. Il reversait une grande partie de son salaire aux ONG. Il était toujours dans sa vieille Volkswagen. Donc voilà, c'est ce genre de présidence, une présidente qui se veut honnête et non corrompue, que le peuple du Guatemala a plébiscité. Alors, d'autres exemples d'humoristes avant lui qui s'y sont essayés. On pense évidemment à Coluche. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la course. Absolument, souvenez-vous. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux. Maintenant, elle va être pliée en quatre. Plaignons les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Voilà, Coluche avait pendant quelques mois en 1980 porté l'exaspération des Français face à leur classe politique, et son slogan, il est finalement très proche de celui de Jimmy Morales. Coluche disait qu'il était le seul candidat qui n'a aucune raison de vous mentir. Autre chose sur Jimmy Morales que vous soulignez? Oui, c'est effectivement, vous l'avez dit, pas une première. Le premier exemple qui nous vient en tête, c'est bien évidemment Ronald Reagan, acteur de western. Alors dans les années 80, vous pouviez voir Ronald Reagan 2 fois à la télévision française, à 20h dans le journal, puis après dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Effectivement, mais le parallèle avec Morales s'arrête là, parce que dans le cas de Reagan ou même de Schwarzenegger, on est dans des candidatures qui ne sont pas des candidatures de rupture, mais ce sont des personnes qui ont une certaine autorité, qui sont rentrées dans les appareils politiques pour pouvoir accéder à ces fonctions. Sachez d'ailleurs qu'au passage, d'autres grandes stars du western, comme Warren Beatty, grande star hollywoodienne, a voulu se présenter aux candidatures démocrates dans les années 80. Merci Rudy. Justement, on va continuer de parler de candidature, non pas démocrate mais républicaine aux États-Unis. Donald Trump dit vraiment tout ce qu'il pense. C'est désormais définitif. Dernière sortie en date, le monde serait meilleur avec Saddam Hussein et Kadhafi. Le candidat à l'investiture républicaine réussit en tout cas à conserver l'intérêt médiatique malgré l'énormité de ses déclarations. Myriam Aman. Donald Trump fait à nouveau le buzz. Dans une interview à la chaîne américaine CNN, le candidat aux primaires républicaines a affirmé que le monde serait plus sûr avec Saddam Hussein et Kadhafi. Regardez la Libye, regardez l'Irak. Avant, il n'y avait pas de terroristes en Irak. Saddam Hussein les tue immédiatement. L'Irak, c'est maintenant devenu l'université du terrorisme. Les gens sont décapités, ils sont noyés. Aujourd'hui, les choses sont pires que sous Saddam et Kadhafi. Comme à son habitude, le républicain s'en prend aux démocrates et à leur tête sa principale adversaire à la présidentielle, Hillary Clinton. La Libye est une catastrophe, l'Irak est une catastrophe, la Syrie et tout le Moyen-Orient. Cela a complètement explosé sous Hillary Clinton et sous Barack Obama. Ces nouvelles déclarations fracassantes interviennent alors que le mania de l'immobilier est devancé pour la première fois depuis le début de la campagne par l'un de ses concurrents, Ben Carson. Dans le dernier sondage Bloomberg, le chirurgien à la retraite est ainsi crédité de 28% des intentions de vote parmi les électeurs républicains de l'Iowa. Donald Trump n'obtiendrait pour sa part que 19%. Il ne s'agit évidemment que d'un seul État, mais ô combien symbolique, c'est là que se tiendra le premier scrutin de la primaire. Pour ce qui est du niveau national, Donald Trump caracole toujours en tête.
David Benaïm, notre correspondant aux États-Unis, est-ce que le phénomène Trump est en train de commencer à s'essouffler ? Non, le phénomène est loin de s'essouffler malgré les quelques sondages qui mettent Donald Trump en seconde position dans l'Iowa. Il domine toujours la campagne auprès des électeurs républicains du point de vue national et aucune polémique ne semble atteindre. Au contraire, son électorat de base se renforce et il continue de faire salle comble et à tous ses meetings et surtout de dominer le temps de parole dans tous les médias. Alors Ben Carson, on l'a vu, remonte et il dépasse même dans l'Iowa, remonte dans les sondages. Pourquoi il plaît? Pourquoi il a un discours qui plaît, Ben Carson? De la même manière que Donald Trump s'est fait remarquer depuis le début de sa campagne, Carson se démarque par ses propos loin du politiquement correct et des hommes politiques traditionnels de Washington que les électeurs de droite semblent vouloir éviter à tout prix. Carson se situe à la droite de la droite et il rassemble la ligne dure du Parti républicain. Mais au-delà de l'Iowa, Carson est toujours deuxième partout ailleurs, loin derrière Trump, mais avec une avance confortable devant les 12 autres candidats qui ont vraiment du mal à décoller. Alors, parmi les autres candidats malheureux, c'est Jeb Bush, frère d'eux, fils d'eux. Il dégringole dans les sondages. Comment expliquer cette chute vertigineuse ? Principalement parce que les électeurs de droite se dirigent vers un vote sanction contre les hommes politiques traditionnels. Il se place en 5e position dans tous les sondages et sa campagne est en perte de vitesse également financièrement. Il a annoncé ce week-end une réduction drastique de son équipe de campagne et prévoit une refonte totale de sa stratégie. Alors pour finir, David, côté démocrate, la voie est libre pour Hillary Clinton, pas de nuage à l'horizon ? La voie vers la nomination semble libre en effet. Elle vient de passer 2 semaines exceptionnelles. En plus de son passage avec succès lors du premier débat démocrate et de son excellente prestation au Congrès face au comité sur Benghazi, elle renforce sa position de leader, notamment grâce au vice-président Biden, qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la course à la nomination. Mais comme en 2008, Hillary reste son pire ennemi, elle a tendance à être très forte en position de challenger et à pêcher en position de force. Donc la campagne est loin d'être terminée. Et on continue de la suivre avec vous, David. Merci. 3 otages de Daesh attachés aux colonnes de la cité antique de Palmyre. Les djihadistes ont ensuite fait exploser le monument. C'est la dernière mise à mort totalement macabre de l'organisation État islamique Océanicole. L'État islamique continue de détruire la ville historique de Palmyre en plein centre de la Syrie. Mais nouvelle forme de destruction cette fois, une destruction qui allie aussi l'exécution. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé ce lundi que 3 personnes, des civils syriens, ont été attachées à des colonnes antiques avant de se faire exploser par le groupe terroriste. Aucune information sur l'identité des victimes et sur les raisons pour lesquelles les djihadistes les ont exécutées. Depuis des mois, la ville antique inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO voit sa richesse culturelle se réduire peu à peu par les nombreuses explosions de l'État islamique. Daesh avait chassé les forces du régime Assad de Palmyre en mai dernier et depuis cette date, les destructions de l'archéologie de la cité antique sont plus que régulières. La dernière en date remontait à octobre dernier. L'EI avait alors réduit en poussière l'arc de triomphe de la ville historique. Avant le conflit syrien en 2011, les ruines de Palmyre étaient visitées par plus de 150 000 personnes par an. Un conflit syrien qui a déjà fait plus de 250 000 morts. À suivre, nous reviendrons sur la situation en Israël, 4e semaine de violence et un dossier inextricable, Jérusalem. La cohabitation entre juifs et arabes continue d'être extrêmement tendue et le gouvernement Netanyahou semble hésitant sur la marche à suivre. Alors comment restaurer un sentiment de sécurité sans diviser la ville? Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. On revient sur cette vague de terreur qui sévit toujours en Cisjordanie et comme vous le savez principalement dans cette région du Gush Etzion et de Hébron. Le mode opératoire est désormais connu. Un terroriste s'approche de soldats et les poignarde. Cela s'est passé encore hier. Mathias Inbar s'est rendu sur place. Reportage. Presque une routine ces derniers jours et toujours le même scénario qui se répète.
Un Palestinien s'approche des soldats et poignarde l'un d'entre eux grièvement, au cou et à la tête. Le terroriste est lui neutralisé et abattu. Ça se passe cette fois au carrefour de Beit Hanoun, en face de l'entrée nord de la ville de Hébron. Le terroriste est venu du village de Beit Hanoun, s'est approché des soldats et a poignardé l'un d'entre eux au cou. Le soldat a eu le temps de repousser son assaillant et de tirer dans sa direction. Les autres soldats ont eux aussi tiré et ont neutralisé le terroriste. Le terroriste, un Palestinien de 17 ans, aurait agi seul. Un type d'attaque que les forces de sécurité ont toutes les difficultés à prévenir, d'autant que la ville de Hébron et ses villages avoisinants sont le bastion du Hamas. Le mouvement terroriste appelle à continuer les attaques contre Israël. Ces types d'incidents sont très difficiles à prévenir. Nous essayons de trouver une solution, mais il est extrêmement difficile de prédire quand un terroriste décide d'attaquer lorsque ce dernier prend la décision d'agir en quelques minutes, voire en quelques secondes. L'attentat au couteau a eu lieu devant une école de filles palestiniennes. Par mesure de sécurité, elles sont protégées par des soldats et reconduites dans leur village de Beit Hanoun. Ici, les tentatives diplomatiques pour ramener le calme n'ont que très peu d'écho. Nous n'avons pas peur. Nous sommes en colère. Nous ne savons pas jusqu'où cela mènera les Palestiniens et les Israéliens. Si Israël cesse sa présence sur la mosquée Al-Aqsa, alors oui, il y aura le calme. Mais si les habitants des implantations continuent comme ça, la situation empirera pour les deux peuples. Et comme après chaque attentat, plusieurs heures après l'attaque, des jeunes Palestiniens sortent de leur village et commencent à jeter des pierres contre les soldats, mais également contre tous les automobilistes qui circulent sur cette route 60. Et on vous retrouve précisément à Hébron, Mathias Inbar, on l'a vu, vive tension toute la journée hier. Est-ce que ce matin le climat est le même ? Oui, le climat est complètement le même. Barbara, j'ai décidé d'ailleurs de vous emmener ici. Nous avons quitté donc ce barrage, ce point de passage, pour vous montrer comment les lieux sont aussi imbriqués les uns dans les autres et les maisons israéliennes, des maisons palestiniennes, la promiscuité des lieux. Je vais vous montrer d'ailleurs véritablement 2 soldats qui se tiennent derrière moi. Et exactement cela s'est passé hier. C'est l'attentat au couteau, cela s'est passé véritablement dans cette rue. Donc vous voyez bien que le Palestinien est sorti de cette rue, a couru vers les soldats qui étaient derrière moi et a tenté de les poignarder. C'est exactement à l'endroit où je me trouve, où il a été neutralisé par les forces de sécurité. On comprend toute la difficulté de contenir et surtout de prévenir ce type d'attentat où, je venais de le dire dans le sujet, cela prend quelques secondes, quelques minutes à un Palestinien pour prendre la décision d'agir. Et on comprend ici la décision et surtout la tension ici dans la ville et dans la vieille ville de Hébron. Voilà, Hébron, cœur des tensions. Un mot, Mathias, aussi sur ces jets de pierre qui peuvent être dangereux également. Quelles sont les règles en vigueur au sein de l'armée israélienne ? Alors elle n'était pas claire jusqu'à présent parce qu'on a vu tous les scénarios possibles et imaginables, mais il semble désormais qu'il y ait des règles bien établies par la police israélienne qui nous a confirmé hier qu'il ne fallait surtout pas s'arrêter lorsqu'il y a des jets de pierre et des cocktails Molotov. Il faut continuer et s'adresser immédiatement aux policiers. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu au cours des derniers jours, lorsque les Israéliens, les civils ou les soldats sont sortis de leur véhicule, ils ont immédiatement été soit attaqués par des jets de pierre, soit poignardés. C'est la raison pour laquelle la police israélienne nous a confirmé hier qu'il ne fallait pas s'arrêter et donc continuer. Merci Mathias. Depuis Hébron, vous nous tenez informés de tout autre développement, évidemment. Et parmi les auteurs d'actes terroristes récents en Israël, ceux qui sont arrêtés choisissent souvent de ne pas reconnaître les faits et parlent d'accidents. C'est le cas de cet arabe israélien qui a blessé plusieurs personnes avec sa voiture et puis un couteau près de Gan Shmuel et qui vient d'être traduit en justice. Maël Benoliel. C'était le 11 octobre dernier. 4 Israéliens viennent de se faire foncer dessus délibérément par une voiture. Le chauffeur de cette dernière en profite ensuite pour les attaquer au couteau.
Une jeune femme de 19 ans est grièvement blessée, une adolescente de 14 ans l'est modérément, alors que 2 hommes de 20 et 45 ans sont eux légèrement touchés. L'auteur de cette attaque, c'est cet arabe israélien de 22 ans, assis dans le box des accusés du tribunal de Haïfa. Alors c'est un accident? Je ne veux pas parler de ça maintenant. Un accident, c'est la défense choisie par ce jeune homme et élaborée avec son avocat. Nous sommes dans une situation impossible. Toutes les preuves et les témoignages ne sont pas mis à notre disposition. Certains proches d'Alaa Raed Zioud ont fait le déplacement à cette audience préliminaire, notamment son père, qui n'arrive pas à comprendre comment son fils se retrouve derrière les barreaux. C'est mon fils aîné, il nous aide, moi, sa mère, ses frères et sœurs. Des propos relayés par la petite amie de l'assaillant, qui préfère témoigner à visage couvert, et pour cause, cette dernière est juive israélienne. Cela fait déjà un moment que nous sommes ensemble, et cela fait très longtemps que je le connais. Il est incapable de faire ce qu'on lui reproche, ce n'est pas ce genre de personne. Ce qui s'est passé, c'était un accident, ce n'était pas volontaire. Mais ce pays est tellement raciste, c'est pour ça qu'ils lui font tout ça. Plaider l'accident au lieu de reconnaître sa culpabilité dans une attaque terroriste est chose courante dans les tribunaux israéliens. Fait plus rare en revanche, la version du terroriste présumé soutenue par sa petite amie, une Israélienne de confession juive. Et vous le savez, c'est à Jérusalem qu'a démarré cette guerre des couteaux au cœur du conflit israélo-palestinien, la mosquée Al-Aqsa. Et l'annonce d'y installer des caméras de surveillance a déjà suscité, même avant leur installation, de nouvelles tensions. Binyamin Netanyahou cherche quant à lui des solutions pour venir à bout des terroristes. Il envisagerait de retirer la citoyenneté à certains habitants de Jérusalem-Est. Joseph Emmanuel. Le Premier ministre israélien pense-t-il sincèrement révoquer le statut de résident permanent à certains Palestiniens de Jérusalem-Est? L'idée a surgi lors d'une réunion d'urgence convoquée il y a 2 semaines. On y évoquait l'escalade de la violence à Jérusalem-Est et le statut des Palestiniens résidant au-delà de la barrière de séparation, car aussi étonnant que cela puisse paraître, des Palestiniens vivant derrière le mur de séparation sont considérés comme citoyens de Jérusalem. C'est la première fois que le gouvernement évoque la possibilité d'effectuer une distinction entre une partie de Jérusalem-Est et le reste de la ville. La semaine dernière, la police de Jérusalem avait installé une barrière de béton provisoire entre le quartier arabe de Jabal Moukaber et le quartier juif de Armon HaNatziv. Des cocktails Molotov et des jets de pierre venant essentiellement de ce quartier arabe. Les habitants de Jérusalem voient donc leur ville se séparer physiquement, mais les visions se séparent aussi. On ne lit plus l'histoire de la même façon. L'actuel moufti de Jérusalem s'est exprimé dimanche soir sur la chaîne israélienne Arutz Shtaim. La mosquée Al-Aqsa était là il y a 3000 ans et il y a 30 000 ans, depuis la création du monde. C'est Adam qui l'a bâti, c'est un lieu islamique. Ces propos sont tenus dans une période bien particulière. Quelques jours après la levée de boucliers provoquée par Binyamin Netanyahou, le Premier ministre accusait le moufti de l'époque, Hadj Amin el-Husseini, d'avoir soufflé à Hitler l'idée de la solution finale. Certains pensent que le Premier ministre a ainsi voulu démontrer l'antisémitisme virulent des leaders religieux palestiniens. Mohamed Hussein est un descendant du moufti, inculpé par le tribunal de Nuremberg comme criminel de guerre. Il est en poste depuis 2006. Il a été nommé par Mahmoud Abbas en personne. Ça n'est pas son premier coup d'éclat. Il a publiquement approuvé les attentats suicides contre les Israéliens. Il a également appelé à tuer des Juifs en s'appuyant sur des versets coraniques. Et le juif se cachera derrière une pierre ou un arbre, et la pierre ou l'arbre dira aux musulmans « Il y a ici un juif, viens le tuer ». Il avait également déjà donné sa lecture de l'histoire. Jésus est le Palestinien par excellence. Palestinien ou pas, Jésus était bel et bien présent dans les allées du temple de Jérusalem, si l'on en croit la plupart des historiens. Achevé en 691 de notre ère, à l'emplacement exact du temple de Salomon, le dôme du rocher est la première création esthétique majeure de l'islam. Le lieu saint pour juifs comme musulmans est le théâtre de violents affrontements depuis plusieurs semaines. Les émeutiers palestiniens, comme l'autorité palestinienne, accusent Israël de vouloir changer le statu quo.
Un accord en vertu duquel les Juifs sont autorisés à entrer dans le site, mais ont interdiction d'y prier. Jérusalem reste donc un des dossiers inextricables de ce long conflit entre Israéliens et Palestiniens. La cohabitation entre Juifs et Arabes y est toujours extrêmement tendue et le gouvernement de Netanyahou, on vient de le voir, semble hésitant sur la marche à suivre. Alors comment restaurer un sentiment de sécurité sans diviser la ville, Dror? Est-ce que la réponse existe? Est-ce que Binyamin Netanyahou a la réponse? Alors écoutez, comme Joseph Emmanuel a dit dans le sujet, l'a évoqué dans le sujet, Binyamin Netanyahou aurait envisagé, dans une réunion du cabinet restreint chargé des questions de sécurité, il y a environ 2 semaines, l'éventualité de supprimer, d'annuler le statut de résident permanent d'environ 80 000 Palestiniens qui habitent dans 2 quartiers en fait. Un camp de réfugiés, celui de Chouafat, et un quartier, le village plutôt de Akab, qui sont situés au-delà de la fameuse clôture de séparation ou barrière de sécurité. 80 000 personnes sur les 300 000 Palestiniens qui habitent Jérusalem-Est, c'est beaucoup. On rappelle peut-être le statut de résident permanent qui permet à ces Palestiniens de circuler partout librement en Israël. C'est pas tout à fait un statut de citoyen. D'ailleurs, s'ils le veulent, certains Palestiniens de Jérusalem-Est peuvent acquérir la citoyenneté israélienne. 5% seulement en ont fait la demande. Alors une mesure envisagée, vraisemblablement très vite rétractée. Personne n'est d'accord finalement. Mais écoutez, oui, parce qu'à droite, par exemple, on considère que renoncer à ce que ces Palestiniens de Jérusalem-Est puissent être considérés comme des résidents permanents, c'est de facto diviser la ville, renoncer à des territoires qui non seulement ont été conquis, mais même annexés. Un ministre du gouvernement Netanyahou, d'ailleurs membre de son parti, le Likoud, le ministre Israël Katz, a annoncé qu'il fallait organiser un référendum, rien de moins, si effectivement une telle mesure était mise en œuvre. Et puis de l'autre côté, si vous voulez, à gauche, ou même parmi les juristes israéliens, on considère qu'on ne peut pas, comme ça du jour au lendemain, supprimer le statut de résident permanent de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ouais, on comprend bien la sensibilité de cette mesure. Même Washington a réagi. Oui, Washington a réagi, d'une part, en minimisant la portée de la révélation de nos confrères de Arutz 2, deuxième chaîne de télévision, qui ont révélé le contenu de cette réunion secrète d'il y a 2 semaines. Et le porte-parole du département d'État a affirmé que si c'était le cas, si effectivement Binyamin Netanyahou envisageait une telle mesure, les États-Unis seraient inquiets. Et là, Barbarie, il y a une très grande contradiction, parce que l'annexion des territoires, de Jérusalem-Est, d'où découle le statut un petit peu particulier des résidents palestiniens de Jérusalem-Est, cette annexion, elle n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et jamais par les États-Unis. Merci pour ces précisions et conséquences logiques de cette situation. Le tourisme religieux fait grise mine en Israël en ce moment. En raison de la vague d'attentats, de nombreux groupes de touristes étrangers ont annulé leur visite ou, dans le meilleur des cas, modifié leur programme. Jérusalem est concernée, mais également la ville de Bethléem. Julia Ganancia. La vieille ville de Jérusalem, tourbillon de ruelles étroites où se mêlent échoppes de souvenirs et restaurants de houmous. Parmi les touristes, des soldats armés israéliens montent la garde. Une série d'attaques secoue la ville depuis 3 semaines. Beaucoup craignent à présent un nouveau soulèvement palestinien. Pour être honnête, nous ne savions pas vraiment comment ça allait se passer. Certains de nos amis ne sont pas venus à Jérusalem aujourd'hui parce qu'ils étaient inquiets. Mais ça m'a l'air d'être assez sûr. Mais on a quand même tendance à regarder par-dessus nos épaules, parce qu'on veut être sûr d'être tout le temps en sécurité. Les marchés grouillants ne sont plus ce qu'ils étaient, mais le ministère du Tourisme israélien se veut rassurant. Les touristes à qui nous parlons sont conscients du fait que nous vivons dans un monde où la terreur sévit un peu partout. Il n'y a quasiment aucun endroit où ces choses-là ne peuvent pas avoir lieu. C'est arrivé à New York pendant le marathon de Boston, c'est arrivé à Paris et à Madrid. La situation en Israël a commencé à décliner en octobre, au moment où le tourisme se remettait tout juste de la guerre de Gaza de l'été dernier. Les commerçants dans le chouk de Jérusalem, comme Mohamed, savent que la situation instable a tendance à décourager la clientèle. Ce matin, je suis venu ouvrir mon échoppe. Il y avait 12 checkpoints depuis la porte Al-Khalil jusqu'à l'autre porte là-bas. Les touristes viennent et voient 12 checkpoints et forcément ils prennent peur. Ils voient tous ces soldats et policiers et se demandent ce qui peut bien se passer ici. D'après les experts, le dernier soulèvement palestinien, qui a duré de 2000 à 2005, avait ralenti la croissance de l'économie israélienne de 7%. On se quitte pour un nouveau point complet sur l'actualité. Juste après, on parlera d'autre chose. Quand je serai grand, je serai youtubeur. Poster des vidéos, créer sa chaîne, être suivi par des millions d'internautes. Ça peut vous rapporter la gloire et même la richesse. On s'intéresse à ce nouveau métier après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil.
poursuit avec le café. Un marché toujours en expansion. Écoutez ce chiffre, la consommation a été multipliée par 2 en 20 ans. Johanna Citruc. Certains le boivent noir, d'autres sucré ou avec du lait. Quelle que soit sa forme, il a de plus en plus de succès à travers le monde. Le café. Depuis 1995, sa consommation a quasiment été multipliée par 2. Il n'y a jamais eu une telle consommation de café que ces 20 dernières années. Nous avons pratiquement doublé le taux de croissance du café et je crois que nous allons avoir un secteur assez dynamique à l'échelle mondiale. L'Organisation internationale du café regroupe les pays exportateurs comme le Brésil ou la Bolivie, mais aussi importateurs, notamment les États-Unis et la France. En tout, 48 membres qui représentent 95% de la production et 83% de la consommation mondiale de café. Selon l'OIC, la demande augmente en moyenne de 2,5% par an. Une tendance qui devrait se confirmer dans le futur. En termes de production et de consommation, on peut s'attendre à une augmentation de 25 millions de sacs, de 60 kilos chacun, dans les 10 prochaines années. Et si cette boisson est tant appréciée, c'est aussi grâce à son prix, peu élevé. Récemment, il a même atteint son niveau le plus bas depuis début 2014. En septembre, une tonne s'est échangée à peine 1,54 $ à la bourse de Londres. Malgré des consommateurs toujours plus nombreux, plusieurs facteurs ont tiré les tarifs du café vers le bas. Premièrement, la forte dévaluation du réal brésilien et du peso colombien, les monnaies de 2 des plus grands exportateurs, mais aussi les craintes concernant les conditions climatiques. Les prix du café sont assez stables en ce moment parce qu'il y a une inquiétude concernant le régime des pluies au Brésil et ça pourrait créer des problèmes en termes d'offre du café. De fortes précipitations provoquées par une hausse de la température à la surface des eaux. C'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Le Brésil, particulièrement touché, redoute une dégradation de ses cultures de café. Quand je serai grande, je serai youtubeuse, poster des vidéos, créer sa chaîne même sur YouTube, être suivie par des millions d'internautes. C'est le nouveau métier tendance qui fait rêver les nouvelles petites filles. Et pas que les petites filles. Ça me fait rêver aussi, Betsabe. Exactement. Je l'avoue. Et ça fait rêver les petites filles. D'ailleurs, même Barbie s'y est mise. Alors, les compétences requises aux amateurs, eh bien, être jolie, savoir parler à une caméra et puis donner des conseils beauté ou cuisine et autres. Oui, dans cet ordre-là, Barbara. Alors, le contenu d'une vidéo, alors il y a des règles à suivre, un peu comme pour écrire un papier. Alors, il faut être poli, genre « Salut les filles », quelque chose comme ça, un décor propre, discret. Les arguments genre « Top, joli, tapoté, super blush, à acheter absolument » ou encore « Ça marche à tous les coups ». Et l'autodérision aussi, il en faut si votre mascara vous rentre dans l'œil ou alors si vous confondez les degrés Celsius et Fahrenheit, c'est arrivé à une célèbre youtubeuse française. Alors, on rigole, on se dit maladroite d'un air à peine gêné. Voilà. Est-ce qu'il y a des stars aussi, youtubeuses, qui sont devenues célèbres grâce à leurs tutoriels sur Alors, YouTube? vous ne savez pas si bien dire. Encore une étude menée par le magazine américain Variety, magazine de ciné. Bien, la youtubeuse, par exemple, Michelle Phan, est à peine moins populaire que Johnny Depp et même classée devant Leonardo DiCaprio en termes donc de popularité. Alors, Michelle Phan, qui a 28 ans, pèse quand même 84 milliards de dollars. Comment? Eh bien, elle apprend à ses fans comment se maquiller comme elle qu'on voit Khaleesi. Exactement. Elle est très jolie. Comment on se maquille comme Khaleesi, la mère des dragons dans la série Games of Thrones. Ou alors, elle montre aussi comment on se maquille comme Lady Gaga. Ça a aussi pas mal de succès. Elle reprend le look de Bad Romance de Lady Gaga. Elle s'attire ainsi des dizaines de millions de vues. La vidéo, elle a été réalisée en 2010. C'est la vidéo beauté la plus vue à ce jour, sans compter que le plus en fait par rapport au cinéma, Barbara ne m'écoute plus, elle est absorbée par la vidéo. Je vous donnerai les liens si vous voulez. Le plus par rapport au cinéma, en fait les stars 2.0 mêlent vie privée et vie publique avec la même dextérité d'ailleurs avec laquelle elles utilisent leur eyeliner, tandis que Fan se met au conseil psycho. Fan, c'est donc celle que vous voyez en ce moment pour gérer au mieux sa rupture par exemple. Et bien Ingrid Nielsen qui a elle 25 ans, 3,6 millions d'abonnés et c'est l'une des plus importantes youtubeuses beauté au monde, et bien elle a carrément fait son coming out face à la caméra. 19 minutes pendant lesquelles elle pleure en annonçant la nouvelle, 19 minutes qui n'ont pas eu raison de ses fans. La vidéo a été vue plus de 12 millions de fois. Un extrait ? Allez.
I'm doing this. All right, I guess I am just going to get right to it. There's something that I want you to know. And that something is, I'm gay. It feels so good to say that. Alors Barbara n'a pas du tout eu la réaction escomptée, elle a en fait pouffé de rire, mais ça a quand même ému énormément de gens. Ça intéresse les fans en fait, comme les stars. Ouais, non mais c'est vrai que c'est assez émouvant, on la voit extrêmement émue, on voit que pour le coup c'est naturel. Alors on peut se demander aussi du coup, est-ce qu'elles sont pas un peu exhibitionnistes, hein, ces youtubeuses. Cette année, regardez en France par exemple, Enjoy Phoenix, c'est une fameuse youtubeuse française, a même sorti un livre, il est resté en top des ventes des livres pendant des semaines. Et bien le sujet, non, c'est pas le maniement du fer à lisser ou la pose du vernis, mais c'est sa vie de tous les jours, celle de Marie, 20 ans. Elle participe également à Danse avec les stars cette année, ce qui prouve que c'est vraiment devenu un people comme un autre. Comme un autre. Être youtubeur, c'est comme être chanteur. Alors voilà, si on essaye de résumer un petit peu ce nouveau métier, cette tendance, alors que nous on voulait être, je sais pas ce que vous vouliez être quand vous étiez petite, mais avocate ou médecin ou journaliste. De télévision. Voilà, par exemple. Ma place. Ah, voilà. Alors elles veulent être youtubeuses, quoi. C'est le rêve des petites filles. Exactement. Alors vous regardez, que ce soit des petites filles, des adolescentes ou même des jeunes femmes, même vous d'ailleurs, vous êtes complètement, vous adorez exactement. Eh bien, la preuve que les petites filles aiment ça, eh bien, c'est qu'elles-mêmes se mettent carrément à YouTuber depuis le plus jeune âge, comme mademoiselle Lina que vous voyez sur votre écran, dont la vidéo maquillage enfant Noël ou comment se maquiller à 5 ans a été vue plus de 2 millions de fois. Un style particulier aussi, vous allez voir, pour mettre l'eyeliner. Regardez. Je vais enfin puis mettre le mascara, le liner. Voilà. Très bien, bon, c'est comme ça le noir. On est comme ça dans la vie. Voilà, on est comme ça dans la vie, Barbara. Hein. J'espère qu'elle ne regarde pas 24 News. Alors, c'est un phénomène vraiment global. Hein, pour finir, des vidéos qui ont trait à la beauté. Il y en a près d'1 800 000, ne serait-ce que sur la plateforme YouTube. Et avec ne serait-ce que jusqu'en 2015, plus de 45 milliards de vues. Voilà, des heures passées devant les tutos et devant les déclarations très intimes. Voilà, on sait ce qu'on pourra faire après la télé. On deviendra youtubeuse. Merci, Betsapé. Un mot de mode. Ils sont de plus en plus nombreux, ces créateurs israéliens, à se lancer dans le rêve américain. Pour certains, le succès est à la clé, notamment pour les designers de robes de mariée. L'enquête sur place, signée Daniel Ziri. Les créateurs israéliens font leur show à New York. 7 d'entre eux ont été mis à l'honneur au salon annuel de la robe de mariée, l'un des événements les plus importants de l'industrie aux États-Unis. Des centaines de marques différentes ont exposé leurs collections pour la saison automne-hiver 2016. Difficile donc de sortir du lot, mais les créateurs israéliens ne semblent pas intimidés. Parmi eux, Yoav Rich, qui a commencé à créer des robes de mariée il y a 8 ans. Ça a commencé quand j'ai fait la robe de mariée de ma petite sœur. Et puis juste après le mariage, on a reçu une autre commande et une autre commande et encore une autre demande. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mon style est très, je dirais, bohémien, très léger. Comme pour Yoav, c'était la première fois que Limor Rosen faisait défiler ses robes dans un événement international. Je viens d'une grande lignée de créateurs. Ma grand-mère était créatrice de mode, donc j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. J'aime bien quand on doit donner un second coup d'œil à une robe. Vous la regardez, vous pensez avoir compris, mais vous la regardez une seconde fois et vous trouvez plein de choses que vous n'aviez pas remarquées. Des matières fluides, de la légèreté, des perles et même des crop tops. L'ambiance vintage et ce que les créateurs appellent le beau glamour est très caractéristique des robes israéliennes. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour des créateurs israéliens. On apporte quelque chose de frais, de nouveau.
Mais il n'y a pas que l'esthétique qui fait que les Israéliens se démarquent. Les créateurs israéliens savent prendre des risques. Ils vont plus loin dans leur création et n'ont pas peur d'aller à l'extrême. Israël est un petit pays, certes, et si vous voulez réussir, il faut vraiment pousser vos limites. Les autres créateurs sont plus classiques, européens. Ils préfèrent attendre que ceux qui aiment ce qu'ils font viennent à eux. Avec les créateurs israéliens, personne n'attend quoi que ce soit. Même dans un monde où le divorce paraît de plus en plus fréquent, l'industrie du mariage génère près de 54 milliards de dollars par an aux États-Unis. Et 7% de ce budget est uniquement consacré aux robes de mariée. Le taux de divorce est en réalité un avantage pour les créateurs de robes de mariée. Pourquoi n'avoir qu'un seul mariage quand vous pouvez en avoir deux? Pour les jeunes créateurs israéliens, la Bridal Fashion Week n'est que le début. Ils rêvent en grand et se voient déjà ouvrir leur boutique à New York, aux côtés des plus grands noms de la mode nuptiale. Halloween approche et alors que certains préparent leur nouveau déguisement depuis l'an dernier, d'autres pensent que cette fête, elle compte du has-been, fait de ringarde ou définition du cool. On se penche ce matin sur l'origine, le business de la fête et puis Rudy surtout les conseils à entendre absolument. Absolument. Alors c'est vrai que cette fête n'est plus, c'est à la base une fête anglo-saxonne, mais elle est désormais célébrée partout dans le monde, de Paris à Tel Aviv. Nombreuses seront les soirées dansantes qui célébreront. Donc c'est une fête qui est une fête à la base celte, même irlandaise. Alors au départ, Halloween c'était le 31 décembre celte. L'année se terminait en fait le 31 octobre au soir et la légende raconte que cette dernière nuit de l'année, c'était la nuit au cours de laquelle le dieu de la mort, Samin ou Saman, venait et les fantômes en profitaient en fait pour rendre visite aux vivants. Alors que faisaient les vivants il y a 3000 ans? Comme aujourd'hui, ils se déguisaient pour les faire fuir et leur faire peur, et en plus ils en profitaient pour faire une belle fête. Alors depuis évidemment la fête a perdurer. La tradition veut que les enfants aillent demander des friandises à leurs voisins. Mais attention, Betsabé, je vous connais. S'il y a des enfants qui viennent chez vous, ne leur non, parce que vous êtes du genre à donner par exemple des légumes bio aux enfants, voilà, plutôt des carottes et des concombres. Ah, je pensais de la morora ou du poison. Non, plutôt ce genre de choses. Ne leur donnez pas des légumes bio. Ils veulent vraiment des bonbons. Regardez cette pub. Who likes Halloween candy? Me! Well, we're going to replace candy with some healthy Halloween treats today. These are called veggie fruit chews, guys. This is the most worst I ever tasted. It's not good. Mine tastes like broccoli. Yeah, mine tastes like poo-poo. It's kind of good, kind of bad. Be honest with me, Adriana. It's bad. We have asparagus flavor, beet flavor, vitamin A and D. Hey, you're saying disgusting stuff is good stuff, and it's disgusting. Voilà, c'est une pub pour une marque de dentifrice. Ah d'accord, on avait compris. Mais ils veulent des bonbons, les enfants, ils ont bien raison. Vous l'avez dit, Halloween, c'est avant tout un business. Oui, c'est la deuxième fête commerciale derrière Noël, en tout cas aux États-Unis. Quelques chiffres, 6 milliards de dollars par an, c'est les dépenses que font les Américains pour Halloween. 2 milliards uniquement pour les friandises et 40 millions de chocolat. Mais il y a aussi effectivement 40 millions de kilos de chocolat, bien sûr. Et il y a aussi le budget location et c'est un budget important, Barbara. Voilà, alors justement, location de costumes. Voilà, exactement. Sur cette question des costumes, question sensible évidemment d'Halloween, vous avez des conseils? Alors on va commencer par les grandes tendances de cette année. Top 3, numéro 3, la fameuse robe bleue et noire qui avait agité Internet. On la voyait soit bleue et noire, soit dorée. Voilà, maintenant vous pouvez avoir les deux. Voilà, c'est un des grands hits d'Halloween cette année. Numéro 2, le déguisement de Bruce Jenner à la une de Vanity Fair, ou en tout cas. À faire ou à pas faire, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux aux États-Unis. Et numéro 1, le costume de Donald Trump, version féminine. Sexy Trump s'appelle ce costume. Il est quasiment en rupture de stock pour cette année, mais il y a deux conseils à vous donner. Premièrement, la mèche de Donald Trump. Ah oui, la perruque est fournie aussi, évidemment. Alors, il y a deux conseils à donner, surtout si vous êtes maman. Ne jouez pas aux mamans indignes, comme en témoigne ce bébé traumatisé en sapin senteur de voiture, ou encore, lui, il a l'air un peu plus content, c'est le bébé biker. Voilà, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous vous lancez dans la création do it yourself de votre costume, eh bien faites-le bien, parce que cet Oscar était assez raté.
Voilà. C'est affreux. Bon, vous m'avez pas donné de bonnes idées. Je vais pas me déguiser à Halloween. Merci Rudy. On se quitte pour un nouveau journal. Passez une très belle journée. Portez-vous bien et à demain.